Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cassé Éditions. Aujourd'hui, nous vous présentons le roman de Jerry Fihely, Now, paru le 19 mai 2026. Dans Now, rock, désir et drogue s'entrechoquent à travers les destins de mannequins, de créateurs et d'aventuriers évoluant dans le milieu de la haute couture, à la fin de l'ère Thatcher, entre la chute du mur de Berlin et l'épidémie de sida. Nick Baines, photographe fuyant les décombres d'un amour, découvre dans une station-service du Kansas l'incarnation d'une jeunesse américaine encore innocente, Burt, dont l'ascension révèle la fragilité d'un monde bâti sur des mirages. De l'autre côté de l'Atlantique, Art, jeune Irlandais ayant renoncé à ses études de philosophie, intègre la maison avant-gardiste The House of Now, un univers où la beauté sert de monnaie d'échange. Des ruines d'Éphèse à Venice Beach, ce roman interroge l'adage de Léopardi, la mode et la mort sont sœurs. Que reste-t-il lorsque les lumières s'éteignent et que la mémoire s'échoue, amnésique? Rien que l'instant présent, impitoyable et lumineux. Now, cet instant qui dévore tous les futurs et n'admet aucun passé. Jerry Fihely est né à Londres et a grandi en Irlande. Après des études littéraires à Dublin, il s'installe dans les années 90 à Paris, où il vit encore aujourd'hui. Traducteur, enseignant, journaliste et critique littéraire pour la presse britannique et française, il est chef du service Europe à Courrier International. Il a publié, en anglais, le roman Fever et le récit Gunk. Now est son premier roman écrit en français. Les extraits du livre sont lus par Ève Urbani et Emmeline Léonard. Extrait du chapitre 2. Art. Les deux hommes vous regardent attentivement. Vous prenez le billet. Vous n'auriez pas de la monnaie? Aurais-je quoi? Dit le grand, l'air tout d'un coup vexé. Un billet de moins de 50. Il se tourne. Tu as de la monnaie, Tad? Non, soupire Tad, lui tendant un billet italien de 10 000 livres. Eh bien, cela ne sert à rien. Vous haussez les épaules et prenez le billet de 50 livres. Traversé par une veine d'argent sur le côté gauche, dont la vue vous donne un petit frisson. Vous lui rendez sa monnaie. À votre santé, vous dites. Vous ramassez votre torchon. Le grand se penche en avant et dit: Mon ami et moi, vous essuyez le comptoir. Nous disons que vous ressemblez à quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Vous les regardez, l'un et l'autre. Vous voyez, nous sommes du monde de la mode, dit Tad. Monde de la mode, vous dites. Tad se gratte le visage et cligne des yeux. Je me sens un peu malade, dit-il en fronçant les sourcils. Le patron, derrière le bar, vérifie la caisse et s'attribue 2 billets de 20 livres. Il vous lance un drôle de regard et en adresse un plus sévère aux 2 hommes de la mode. Faut faire monter les chips, propose-t-il, en glissant les billets dans la poche de sa chemise. Vous hochez la tête et essuyez le comptoir. Nous sommes de House of Now, dit le grand. D'accord, vous dites. Avez-vous déjà entendu parler de The House of Now? Ça me rappelle quelque chose. C'est vrai? Nous faisons un défilé, dit Tad. Je comprends. Donc si vous voulez bien sortir une seconde, nous pourrions vous en parler, dit le grand. Nous pensons que vous avez du potentiel. Ça dépendra de la façon dont vous marchez, dit Tad. Oui, dit le grand. C'est bien ça. Nous devons voir comment vous marchez. Allez, retour. Les deux rient un peu, mais deviennent aussitôt sérieux quand ils voient votre expression. Mais là, je travaille, vous dites. Excusez-moi, dit un client, un habitué qui glisse entre eux, voulant sa pinte usuelle de blonde, avec une giclée de limonade. Il jette un œil aux 2 hommes de la mode, et hausse les sourcils. Eh ben, décidément, les garçons, dit-il. Vous lui apportez sa pinte, prenez la limonade sur l'étagère. Vous apercevez votre visage dans le miroir au-dessus. Vous voulez savoir si je sais marcher? Dites-vous, en revenant de la caisse. Est-ce que ça vous semble bizarre? Dit Tad. Il a raison, dit le grand. Cela peut sembler bizarre, mais tant de choses dépendent de cela. Et ça rapporte, dit Tad. Dites. Donc, il s'agit de votre défilé. Tout dépend, dit le grand. Vous essuyez le comptoir. Tant que vous le faites, vous aurez l'air affairé sous le regard du patron. Bien payé, dit Tad. Compris, vous dites. J'arrive dans une seconde alors, si vous n'êtes pas en train de vous ficher de moi. Pourquoi on ferait ça? Dit le grand. Oui, pourquoi? Dit Tad. Ils repartent avec les boissons. Ils veulent quoi, ces deux-là? Demande le patron. Ils cherchent une adresse, vous dites. Là, je fais un tour dehors, ramasser les verres vides.
Vous soulevez le rebord du comptoir, sortez de derrière le bar en tenant un torchon humide et un seau en acier. Vous mesurez environ 1,90 m, le nez romain, cheveux châtain clair. Vous êtes plutôt pâle, terriblement pâle, à vrai dire. Passez devant l'Australienne, elle donne un coup de coude à son amie et dit « Voilà, je te l'avais dit !» Passez le seuil, sous l'enseigne du Crooked Sixpence, Wilsden, après 4 heures passées à l'intérieur, votre corps frémit à la lumière du jour. Le ciel encadré par les bouleaux, les oiseaux sur les fils télégraphiques. Vous vous tenez dans l'embrasure de ce pub victorien de 3 étages en briques jaunes, face à des maisons brunes et rouges, avec des tours grises genre HLM derrière elles. Un bus à Impérial remonte la rue, en frôlant les branches d'arbres. Odeur omniprésente de l'huile dans le vent doux. Autour de vous, des Anglais, leurs pintes levées. Le vacarme de ces Anglais vous traverse, jurons et tendresse mêlés, jurons tendres. Putain, je t'aime, mon pote. Vous ramassez les cendriers sur les rebords des fenêtres, les videz dans le seau en acier et les essuyez. Versez la lie d'un verre dans le seau pour noyer un mégot mal éteint. Vous brandissez 3 verres à moitié terminés, et vous lancez à la foule. Ces pintes sont mortes ou pas? Vous vous approchez des 2 hommes de la mode, sur votre droite. Tad essaie de claquer des doigts, mais n'y arrive pas. Je suis vraiment trop con, dit-il. Il vous regarde, alors de haut en bas, en pleine lumière du jour, tandis que vous, raide comme un sphinx, subissez leur regard. Voici Tad, dit le grand. Tad de House of Now. Et moi, c'est Lambert. La peau de Tad est de la couleur d'une pomme de terre quand on la coupe. Dis-lui, Tad, dit Lambert. Tad descend son jean. Dis-lui quoi? Lambert soupire. Dis-lui ce que nous cherchons. Ça marche, dit Tad. Il nous faut un garçon, grand, un inconnu, pour notre défilé. À Paris, dit Lambert. Vous brandissez 8 verres, un doigt à l'intérieur de chaque, les maintenant en place avec le pouce. Vous dites « Je reviens ». Vous rentrez dans le pub, posez les verres sur le comptoir, le seau à cigarette par terre, près de la poubelle. « Et n'oublie pas les chips, dit le patron. « Oui, une seconde. » Quand vous ressortez, celui nommé Lambert dit « Tad observait que vous savez marcher. »« Il sait marcher, c'est sûr, dit Tad. »« Mais a-t-il l'ingrédient » dit Lambert. « Je n'ai jamais compris ce qu'elle veut dire, Aïcha, en parlant tout le temps de l'ingrédient, dit Tad, le regard dans le vide. Tad a un problème avec les concepts, dit Lambert. N'est-ce pas, Tad? Ne sois pas méchant. J'ai juste peur de me faire tabasser dans les pubs. Ça me stresse, dit Tad. Nous avons ce projet, voyez-vous, dit Lambert. Il s'agit de trouver des gens réels, et Tad vous voit dans ce bar. Vous avez l'air d'un poète, dit Tad. Lequel, dites-vous? Je sais pas, soupire Tad. Un de ces poètes qui meurt jeune. Parle comme s'il écoutait une voix dans sa tête, et répétait ce qu'elle dit. Vous dites. Et l'ingrédient? Tad vous vise avec son polaroid. J'ai besoin d'une photo, dit-il. Ses mains tremblent. Il faut que je rentre, vous dites, tandis que Tad recule. Appuie sur le déclencheur. Soyez naturel, dit Lambert. La machine gémit, puis crache votre photo par la fente d'avant. Tad l'arrache et la secoue. Vous regardez votre visage émerger des émulsions polaroïdes, blanchi, choqué, les yeux vaguement croisés. Oh là là, dit Tad. Lambert hausse ses épaules. Ne réfléchissez pas trop, dit-il. Tad recule encore. On l'a refait, dit-il. Vous regardez l'appareil et vous sentez votre tête vaciller. Vos yeux se voilent. Vous n'êtes pas à votre place. Vous vous demandez comment ne pas trop réfléchir. Vous ne faites que ça. Les 2 hommes regardent le nouveau Polaroid, puis se regardent l'un l'autre. Écrivez votre nom ici, dit Lambert, et votre numéro de téléphone. Les clients du pub se détournent de la scène en lançant des boutades du coin de la bouche. Alors, le travail au bar, c'est amusant, dit Lambert en glissant le Polaroid dans la poche de sa veste. Vous leur dites que c'est temporaire. Je fais de la philosophie, vous ajoutez, en le regrettant aussitôt. Ouah, dit Tad. Notre premier philosophe, dit Lambert. Alors pourquoi un pub? Parce que je voulais voir la vraie vie, vous dites. Ils échangent des regards. Ils ne savent pas que vous mentez. C'est courageux, dit Tad. Prenez cette carte, dit Lambert. Vous la retournez, vierge d'un côté, le mot week-end de l'autre, le W en gros, en relief. Vous devez aller les voir. Dites-leur que c'est Tad de The House of Now qui vous envoie. Je pense qu'il devrait faire mon défilé, dit Tad. Lambert regarde sa montre. Nous devons partir, dit-il. Nous allons voir Amber, dit Tad. Dommage que vous ne puissiez pas venir.
Amber so caliente, dit Lambert. Il termine son gin tonic. Vous entrez avec les derniers verres vides, et quand vous ressortez, ils sont partis. Vous voyez leur taxi qui s'éloigne. Vous regardez la carte de visite. Une adresse dans le West End, près d'Oxford Circus. En rentrant, vous vous regardez dans le miroir du bar. Ce n'est pas tout à fait le visage que vous voulez. Tout n'est pas là. Vous soulevez le rebord du comptoir, passez derrière le bar et reprenez votre poste. Vic, à nouveau, fait un signe de tête au patron. Le patron lui répond par un clin d'œil. Monsieur Ben sourit. Clive le plombier lit le Daily Express. Quelque chose à propos de la liberté pour les Polonais. Nous devons tous mendier pour gagner notre vie, dit Vic. Vous dites, pardon ? Il faut toujours tendre la main et demander l'argent au patron. Encore inutile en écarquillant les yeux. Vous vous sentez léger par rapport à la densité que Vic dégage. Pas seulement lui, les autres Anglais aussi, mais surtout Vic. Vous êtes sur le point de lui répondre, mais le propriétaire se penche sur vous et vous dit « Le Fosters est mort ». « Le monde ne te doit rien, dit Vic. Le monde n'est l'objet de personne. » « C'est sa 6e pinte, murmure le patron dans votre oreille. Vous acquiescez, vous vous accroupissez, vous soulevez la trappe de la cave, les marches de pierre mènent au souterrain sombre. Des tubes oranges translucides enchevêtrés, allant des tonneaux du bas au robinet d'en haut, fléchissant et s'immobilisant, à mesure que les pompes s'actionnent. Vous touchez les murs nus en descendant. Vous saisissez un tonneau, d'une lourdeur qui fait mal au dos. Dehors, c'est Londres. De Willesden à Maida Vale, Baker Street, Oxford Street et Covent Garden, Shaftesbury Avenue et le Strand, et environ 4 kilomètres de là, le vaste fleuve qui envoie ses humeurs sur la ville, des nuages d'inquiétude qui s'amoncellent sur ses cathédrales, ses banques, ses grandes rues, ses terrains de jeu. Nous devons tous mendier pour vivre, dit Vic. Vous vous souvenez cependant d'une phrase d'un livre que vous avez feuilleté chez Foyles, au sujet d'un homme sage de la Médina de Marrakech qui dit « Lorsqu'un homme riche te tend ses dirhams, son âme se rapproche d'Allah. Son âme, pas la tienne. Tu es son esclave. Et le monde ne vous doit rien. Vous savez que c'est vrai, mais vous ne l'avez jamais ressenti comme ça. Vous avez toujours pensé que le monde vous devait quelque chose, de l'argent. Vous n'en avez jamais eu. Vous sortez de votre poche les 50 livres que Lambert vous a donnés. L'horloge au-dessus sonne 18 heures.